Contacté en septembre ou octobre, je ne sais plus, pour faire une conférence sur Plateau, la mission Plateau et les exoplanètes. Je me suis dit, bon, il y a déjà une conférence sur les exoplanètes qui a été donnée il y a quelques mois. Donc le but était de ne pas faire une redite de ce qui vous a déjà été présenté, mais pas non plus perdre ceux qui n'auraient pas assisté à cette première conférence de Clément Baruto. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas vraiment parler des exoplanètes, je vais parler des systèmes planétaires. Alors vous allez dire, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est juste une subtilité? Je vous parlerai aussi, bien sûr, de la mission Plateau, mais alors, je vous le dis tout de suite, la mission Plateau, c'est un projet. Vous ne verrez pas de résultat de Plateau, mais le but, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on veut faire avec Plateau. Et Plateau est dans une lignée de missions spatiales passées et présentes, et vous montrer un peu cette filiation. Donc, avant de parler de systèmes exoplanétaires, même si je n'aime pas ce terme, on va parler, juste pour rappel, du premier système planétaire qu'on connaît très bien, le système solaire. Et pourquoi commencer par le système solaire? Parce que c'est pour vous rappeler une chose importante, c'est que dans un système planétaire, dans le système solaire, qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi l'objet le plus important? Ce ne sont pas les planètes, c'est l'étoile. Sans étoile, il n'y a pas de planète autour de laquelle tourne. Donc, ce petit transparent vous rappelle ce qu'on apprend petit à l'école. Donc, au centre, le Soleil et un cortège de 8 planètes qui tournent autour. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont des petites planètes qu'on va appeler planètes telluriques ou planètes rocheuses, et des planètes géantes, planètes gazeuses, j'utiliserai les deux termes plutôt géantes, Jupiter et Saturne en particulier. Donc sur cette image-là, les diamètres qui sont des je ne sais pas ce qui est partie vue d'artiste et partie utilisation de données, les diamètres relatifs sont à peu près corrects. Vous trouvez ça sur n'importe quelle encyclopédie. Vous voyez que c'est en effet bien plus gros que tout le reste. Pour vous donner un ordre d'idée, ça sera important pour la suite, la masse de Jupiter, c'est 1000 fois plus faible que la masse du Soleil. Donc, si on prend juste ces objets-là, toute la masse est dans le Soleil. Et ici, je vous dis, donc, les échelles des planètes sont respectées. Par contre, les distances au Soleil ne le sont pas. Et il faut se référer à ce graphique-là. Alors, c'est un peu la résolution. Alors, je vous préviens aussi tout de suite, petit temps mort technique. On a eu des petits soucis avec l'ordinateur initial, donc on a transféré la présentation. Normalement, tout marche, mais s'il y a des petits problèmes techniques par moment, on corrigera à un moment venu. Fin de la parole. Donc, sur cette image-là, on voit les orbites des planètes du système solaire inférieur, donc les planètes telluriques. En jaune, le petit cercle, c'est l'orbite de Mercure, puis Vénus, puis la Terre en vert, puis Mars en rouge. Des nuages là qui représentent la ceinture d'astéroïdes, donc des petits corps, bien plus petits que les planètes, et ici l'orbite de Jupiter. Et ça, c'est un zoom sur le système solaire avec l'orbite de Saturne en jaune, Uranus et Neptune. Pour que vous ayez une idée des échelles relatives, c'est bien de garder ça en tête. Avant de parler de science, je voudrais faire petite introduction un peu historique. Alors, je ne suis pas du tout historien des sciences, mais je pense que se poser la question de l'origine, savoir depuis quand on se pose la question de l'origine de notre système solaire, ou de l'unicité de notre système solaire, c'est des questions qui sont importantes. Donc, déjà, la première question, le système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, on le voit dans sa présentation moderne en Europe, on le sait, à Copernic, qui casse le système géocentrique avec une Terre placée au centre de l'univers, et il place le Soleil, et autour du Soleil, les planètes qui orbitent. Donc,
Copernic, hein, que vous avez représenté ici, et un extrait de son ouvrage avec le Soleil, les orbites. Et le dernier cercle, là, représente ce que j'appelle la sphère des fixes, c'est-à-dire ce qu'on supposait supporter les étoiles, ou en tout cas, pareil, une sphère. Le problème du système de Copernic, c'est qu'il a bien voulu casser la position centrale de la Terre, mais il n'a pas voulu casser le mouvement circulaire. Et c'est un petit problème parce que c'est bien d'avoir un nouveau système qui améliore les choses au point de vue scientifique, sa démarche scientifique, mais il faut que ça l'améliore significativement. Et cette amélioration significative, elle arrive avec Kepler, qui, présenté ici, qui va, grâce à des observations de Tycho Brahe, pouvoir énoncer les lois de Kepler, qu'on apprend maintenant au lycée. Donc les planètes tournent autour du Soleil selon des ellipses. La période orbitale est directement liée à la taille de l'ellipse. Plus l'orbite est grande, plus la période est longue, avec certaines relations, la loi des airs. Voilà. Donc Kepler, c'est grâce à Kepler et au système de Kepler qu'on a un système solaire, une représentation du système solaire qui est utile, car prédictive et bien plus précise que tout ce qu'on a eu jusqu'à. Alors en général, les biocentristes en Europe ont fait la bascule à Copernic. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est dommage de croire que c'est vraiment le premier qui a eu cette idée-là. Il y en a eu d'autres avant. Et alors, il y a un personnage de l'Antiquité qui s'intéresse déjà, qui propose déjà une vision héliocentrique du monde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Aristarque de Samos. Alors, Samos, c'est une petite île grecque, pas très loin des côtes turques. Très bon muscat de Samos. Et Samos est connu pour un grand scientifique. Tout le monde, le mathématicien que tous les élèves de la Terre connaissent. Si vous me dites, grâce à son théorème. Pythagore. Voilà. Pythagore, tout le monde connaît Pythagore. Il y a eu d'autres scientifiques, c'est une toute petite île, hein, mais il y a Aristarque de Samos. Alors je ne veux pas détailler, mais il a proposé un système héliocentrique. C'est très intéressant de voir un peu la démarche scientifique. Je vous encourage à aller voir un peu ce qu'a fait Aristarque de Samos, voir les démarches scientifiques qu'il a eues pour mesurer le rayon de la Lune, le rayon de la Terre, le rayon du Soleil, se rendre compte que le Soleil était plus loin que ce qu'il croyait, et que du coup les étoiles étaient beaucoup plus loin que ce qu'il croyait. Alors il y a des grosses erreurs dans ces calculs parce qu'il n'y a pas de mesure précise, mais la démarche est très intéressante. Voilà, donc bien sûr, il a proposé ça, son système n'avait pas été validé, n'est pas rentré dans les plans. Mais c'est pour vous faire comprendre que l'idée est présente. Le fait que, si on revient donc à Copernic, le Soleil est au centre de l'univers, mais on a la sphère des fixes avec les étoiles. Il y a ce texte qu'on peut lire ensemble, qui est extrait d'un ouvrage qui dit ceci, qui annonce ceci: il n'y a aucun astre au milieu de l'univers parce que celui-ci s'étend également dans toutes ses directions. Plus loin dans le même texte, il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces étoiles, à l'instar des 7 terres que nous voyons tourner autour du soleil qui nous éclaire. Plus loin, un dialogue entre deux personnes. Ainsi donc, les autres mondes sont habités comme est le nôtre, sinon comme est le nôtre, et sinon plus noblement. Savez-vous de quel ouvrage extrait ce texte et de quelle période il date? Alors, peut-être l'entretien sur la pluralité des mondes. Non, mais c'est intéressant, c'est plus vieux. C'est Giordano Bruno, dans L'infini de l'univers et les mondes. Giordano Bruno, qui a son pont sur le campus. Si vous voulez traverser le canal, vous prenez le pont de Giordano Bruno, qui est un libre penseur assez visionnaire, qui a réfléchi à plein de choses, qui a eu un destin tragique, car il est mort brûlé à Rome. Il était pas très copain avec l'Inquisition. En partie pour ça, mais pour plein d'autres choses. Donc ça va pas s'étaler sur des dessins de Bruno, mais pour vous dire qu'à cette époque-là, il y a des gens qui avaient cette idée, que je trouve assez formidable quand même par rapport au paradigme de l'époque, de penser que les étoiles sont d'autres soleils. Et en effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on sait aujourd'hui, en fait,
on sait que les étoiles et le Soleil ont la même nature depuis le 19e siècle, grâce à la spectroscopie, grâce aux mesures de distance des étoiles. Mais cette idée-là, on l'a déjà chez Bruno, et elle, en fait, elle commence, elle diffuse même au XVIIe siècle. En effet, dans un livre de vulgarisation de l'époque qui entretient la pluralité des mondes, c'est pour ça que je rigolais, parce que c'est un livre assez poétique, c'est très intéressant à lire. Si vous n'avez jamais lu ça, c'est pas forcément hyper facile d'accès. Donc écrit par De Fontenelle, un Français qui a vécu quasiment centenaire, il est mort quelques jours avant ça, le 60e anniversaire, qui a utilisé la vulgarisation scientifique, en particulier à ce livre très célèbre, Entretien sur la pluralité des mondes. Le premier, il y a 6 chapitres, 6 soirs où il raconte, il fait sa leçon. Le premier soir, il présente le système copernicien. Après, il y a plein de choses plus ou moins fantasques sur les personnes qui habitent la Lune ou les planètes. Mais le 5e soir, je ne sais pas si vous lisez le titre est celui-ci, que les étoiles fixes sont autant de soleils dont chacun éclaire des mondes. Donc on est au XVIIe siècle, et dans un ouvrage de vulgarisation, on a cette idée-là. Les étoiles sont des soleils, et ils peuvent abriter des mondes. Donc, voilà, c'est fin de cette un peu introduction historique, mais voilà, c'est pour vous dire que cette idée, elle est apparue, elle percole, et aujourd'hui, on peut enfin concrétiser scientifiquement cette idée-là. Alors, on disait que les étoiles étaient des soleils, on dirait plutôt aujourd'hui que le soleil est une étoile comme les autres. Ici, vous avez une photo du ciel dans un coin, et donc vous voyez une myriade d'étoiles. Qu'est-ce qui va distinguer les différentes étoiles les unes des autres? Et bien, vous avez en gros, pour une image comme ça, 2 choses importantes. Des étoiles qui sont plus ou moins brillantes et des étoiles qui ont des couleurs un peu différentes, plus bleues ou plus rouges. La luminosité apparente, enfin la luminosité qu'on voit de l'étoile, elle va dépendre de 2 choses. De sa luminosité intrinsèque, mais également bien sûr de sa distance. Les plus lointaines passeront plus tard. Donc une fois qu'on corrige les effets de distance, on peut connaître la luminosité réelle de l'étoile. Et la couleur de l'étoile va directement dépendre de sa température à la surface. On a donc des étoiles plutôt bleues qui sont donc plus chaudes et des étoiles rouges qui sont donc plus froides. Quand je dis chaud et froid pour des étoiles, alors, les unités c'est le Kelvin, donc si vous voulez passer en degrés, c'est l'unité du physicien, hein, si vous voulez passer en degrés Celsius, vous retirez 273 degrés et vous avez le bon nombre, ça ne change pas grand chose. En gros, c'est autour de 3000 Kelvin pour une étoile froide, ça reste chaud pour nous quand même, mais on va appeler ça froid pour une étoile. Et une étoile bleue, sur une image comme ça, c'est à peu près 30 000 Kelvin, pour vous donner une idée. Mais, donc ok, on a ces deux caractéristiques des étoiles, et au début du XXe siècle, en fait, on s'est dit qu'il y a 2 personnes, M. Hertzsprung et M. Russell, qui ont eu la même idée, c'est de tracer la luminosité réelle d'une étoile en fonction de sa température. Et ça donne donc le diagramme qu'on appelle aujourd'hui le Hertzsprung-Russell. On préfère appeler le diagramme HR pour éviter d'écorcher trop souvent le nom de ce pauvre Hertzsprung. Donc sur un diagramme comme ceci, vous avez donc la température avec les étoiles froides de ce côté-là, les étoiles chaudes de ce côté-là, la luminosité, donc les étoiles de plus en plus lumineuses en montant. Et que remarque-t-on? Et que, eh bien, que toutes la grosse partie des étoiles s'organisent ici sur une sorte de diagonale. 90% des étoiles sont ici. Ce qu'on va appeler la séquence principale, parce que les étoiles sont principalement là. Ensuite, la majorité sont ici, il y a quasiment les 10 autres % sont ici. C'est des étoiles qui sont assez lumineuses, donc assez grosses, et plutôt froides, donc plutôt rouges. Donc on les appelle des géantes rouges. Et ici, on a quelques petits corps qui sont très peu lumineux et plutôt blanchâtres, qui sont donc ce qu'on va appeler des naines blanches. Mais ce qui est important, c'est de voir que le Soleil, il est ici. Donc le Soleil, c'est une étoile la plus banale possible. C'est une étoile de séquence principale, qui a une masse banale. Sa seule particularité, c'est d'être notre étoile. Pour information, donc la température varie comme ceci. Alors, vous trouverez peut-être,
dans la littérature, dans les livres de vulgarisation, que les scientifiques utilisent aussi, les astrophysiciens utilisent aussi quelque chose qu'on appelle le tic spectral. Les étoiles vont être classées en A, B, en O, B, A, F, G, K, M, dans un ordre complètement logique. La nomenclature étant un résidu de l'histoire du début du XXe siècle, et le G étant typiquement une étoile comme le Soleil, sur la séquence principale. Avec un moyen mnémotechnique quand même pour se souvenir de cette séquence-là, en anglais. Oh, be a fine girl, guy, selon ce que vous préférez. Ici. Donc voilà comment sont les étoiles et voilà comment le Soleil se place par rapport à ces étoiles. Donc, toute l'information qui nous provient des étoiles provient de la lumière. Alors je vais faire un petit rappel de physique pour ceux qui ne sont pas habitués. Alors n'hésitez pas à me faire signe si ce que je dis n'a aucun sens, au contraire si c'est trop évident et ennuyeux comme la pluie. Mais du coup, la lumière, si vous prenez la lumière d'une étoile et que vous la dispersez, ce qu'on a l'habitude à mettre un bout de doigt à travers un prisme ou un spectrographe, vous obtenez un joli arc-en-ciel, ce qu'on appelle le spectre visible, du violet au rouge. Et ça, c'est qu'une partie justement visible pour nous d'un domaine de la lumière qui s'étend en deçà du violet, dans l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma, et au-delà du rouge, dans l'infrarouge, les ondes millimétriques et les ondes radio. Mais fondamentalement, c'est le même phénomène. C'est de la lumière, c'est du rayonnement électromagnétique, tout ça, fondamentalement, c'est la même chose. Quand on regarde donc, ce qui va caractériser un rayonnement X, le rayonnement UV, le rayonnement visible, infrarouge, ça va être ce qu'on va appeler sa longueur d'onde. Et si on trace la quantité de lumière qu'on reçoit en fonction de la longueur d'onde d'une étoile comme le Soleil, voilà la courbe qu'on a. Et on voit qu'on a un maximum autour là, de 500 nanomètres qui correspond en gros au visible. C'est-à-dire que le Soleil émet principalement sa lumière dans le visible. Vous voyez qu'il émet aussi la lumière dans l'infrarouge et aussi en ultraviolet, même si ça se casse dramatiquement la figure à très courte longueur. Mais voilà comment une étoile typique émet sa lumière. Ça, c'est un petit aparté pour essayer de comprendre la suite. Si je disperse encore mieux la partie visible de mon spectre du Soleil, voilà ce que j'observe. Donc j'ai pris mon spectre et je l'ai coupé en petits morceaux et j'ai replié. Donc vous avez un grand spectre qui est découpé en petits morceaux et le rouge est là, le violet est ici, et voilà ce que l'on voit. Et vous voyez que si vous êtes capable de disperser suffisamment votre lumière, au lieu de voir un joli arc-en-ciel, vous voyez qu'au milieu, il y a des petites bandes sombres comme ça. Il y a des raies, il manque de la lumière. On appelle des raies d'absorption. Et ces raies sombres sont extrêmement importantes pour étudier les étoiles parce qu'elles sont caractéristiques de la composition de l'atmosphère de l'étoile et elles vont dépendre, encore une fois, de la température, mais également des propriétés de l'atmosphère, en particulier sa densité, donc la gravité qui est à la surface de l'étoile. Donc quand on fait de la spectroscopie comme ça, on est capable de remonter à la composition d'une étoile, à sa température, par un autre moyen, on trouve que sa couleur, ou par la gravité qui est à la surface de l'étoile. Donc on peut avoir ces informations-là grâce à la spectroscopie. C'est pas normal ça. Je pense que tout est c'est un transport de secours qui s'est éloigné de on voit qu'on peut avoir pas mal d'informations sur la lumière qui est émise d'une étoile et la question va être, le but c'est quand même de s'intéresser au système planétaire. Comment va-t-on pouvoir détecter une planète autour d'une étoile? La première idée, c'est d'essayer de la détecter directement. C'est-à-dire de faire de l'imagerie, de la même manière qu'on a fait une photo là du ciel. Ce problème, c'est que, alors, c'est possible, et Clément Barreto vous a montré ça, mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que dans le ciel, vous allez avoir votre étoile et la planète à côté. Or, la planète, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste, dans le rayonnement visible, elle va principalement réfléchir la lumière de son étoile. Elle est petite. Donc, la quantité de lumière
qui provient de la planète est très faible. Dans le visible, elle est en gros 1 milliard de fois plus faible que l'étoile. Donc vous avez une étoile extrêmement lumineuse et un point très, très faible à côté. Vous êtes complètement ébloui en quelque sorte par l'étoile et vous ne pouvez pas voir en général la planète. Il faut trouver des méthodes pour masquer l'étoile. Et dans ces cas-là, vous pourrez voir, en regardant particulièrement l'infrarouge pour des raisons, on peut en revenir si vous avez des questions, mais ce n'est pas trop le sujet. Mais c'est faisable. Par contre, vous ne détecterez que des planètes qui sont relativement loin de leur étoile par cette méthode. Et ce n'est pas la méthode avec laquelle on a détecté aujourd'hui le plus de planètes autour d'autres étoiles. On a utilisé pour cela des méthodes indirectes. Et parmi toutes ces méthodes indirectes, je vais en discuter deux. Donc une en particulier. La première, c'est la méthode qu'on va appeler des vitesses radiales. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Et ensuite, on parlera de la méthode des transits. Une animation qui passe. Alors, pour comprendre la méthode des vitesses radiales, je vous montre ce petit diagramme où vous avez ici avec des choses très exagérées. Vous avez ici une étoile. Dites-vous que vous êtes un observateur qui est par là et qui regarde dans cette direction le système. Vous avez une étoile et autour une planète qui est grossie de manière énorme juste pour que vous la voyez. Et cette planète tourne avec une période, on va dire, je ne sais pas, si c'était la Terre d'un an, mais on va dire un certain nombre de jours autour de son étoile. Mais on s'aperçoit qu'en fait, l'étoile, la planète ne tourne pas autour de l'étoile. De la même manière que les planètes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les planètes du système solaire tournent autour du Soleil, eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Tous les éléments du système solaire vont tourner autour de ce qu'on va appeler le centre de gravité du système solaire. Si on prend le système solaire et qu'on oublie tout, on garde juste le Soleil et Jupiter, la plus grosse. Là, je vous ai dit tout à l'heure, Jupiter fait à peu près 1000 fois moins massif que le Soleil. Bien du coup, on a ces deux corps en fait, qui se tournent l'un autour de l'autre, autour d'un point un peu virtuel. Sauf que ce point virtuel, il est extrêmement proche du Soleil. Il est tellement proche qu'il est même à l'intérieur du Soleil. C'est pour ça qu'on va toujours dire, dans ces cas-là, que les planètes tournent autour de l'étoile, mais en fait, elles tournent autour d'un point fictif qui est dans l'étoile. Et ce qui fait que l'étoile elle-même tourne également à la même vitesse autour de ce point. C'est ce que vous présente ce diagramme. Vous voyez l'étoile qui tourne autour d'un point. Donc, encore une fois, là, c'est extrêmement exagéré pour le rendre perçu. Si vous êtes un observateur ici, vous allez voir ici l'étoile s'éloigner de vous. Et une demi-période plus tard, l'étoile se rapprocher de vous. Donc on va devoir mesurer la vitesse d'une étoile, comment elle va, elle vient dans le ciel, comment elle s'approche et comment elle s'éloigne de nous. Et pour cela, on va utiliser un effet que tout le monde connaît, même ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qui est l'effet Doppler. Pour le cas de la lumière, en bon français, on appellera ça l'effet Doppler-Fizeau. On ne veut pas oublier ce cher Fizeau. Mais c'est un phénomène qui est présent pour toutes les ondes, en particulier les ondes sonores. C'est pour ça qu'une voiture qui s'approche de vous émet un son plus aigu quand elle s'éloigne. Cet effet Doppler, qu'est-ce que c'est? Si vous avez une source qui émet une onde, par exemple une onde lumineuse, dans toutes les directions, vous voyez, ici, ça peut être des ronds dans l'eau. Ici, on va voir une certaine longueur d'onde. Si c'est de la lumière, ça va être un certain rayonnement. Ici, c'est la même source qui se déplace. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que si elle se rapproche de nous, les ondes qu'on reçoit sont plus courtes. Si c'est de la lumière, ça veut dire des ondes plus bleues. Par contre, si elle s'éloigne de nous, on voit que la longueur d'onde augmente. Donc si c'est de la lumière, ça sera plus rouge. Si on est perpendiculaire, on ne verra aucune modification. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a vu tout à l'heure qu'il y avait dans le spectre des raies d'absorption. Donc ces raies d'absorption, on va les voir bouger dans le spectre, périodiquement. Aller vers le bleu, aller vers le rouge. Donc aller vers le bleu, quand l'étoile s'approche de nous,
aller vers le rouge quand l'étoile s'éloigne de nous. Donc si on est capable de mesurer cette variation du spectre, on est capable de mesurer la vitesse de l'étoile par rapport à nous, savoir si elle se rapproche ou savoir si elle s'éloigne, et comment, et avec quelle vitesse, et avec quelle période. C'est exactement donc, ce qu'on voyait sur cette petite animation qu'on voit ici. Si on a un observateur qui est là, l'étoile se rapproche de lui, et toutes les raies ont été décalées vers le bleu. Là, l'étoile s'éloigne de lui, toutes les raies sont décalées vers le bleu. Avec une période initiale de la périodicité qui correspond à la période de l'an. On a vu tout à l'heure, je vous ai dit que ce mouvement, de l'étoile se faisait autour du centre de masse. Et du coup, ça va dépendre beaucoup de la masse de la planète. Plus la planète va être massive, plus le déplacement de l'étoile sera important. Plus la planète sera petite, moins le déplacement de l'étoile sera important. D'accord ? Donc si vous êtes capable de voir l'amplitude des variations, vous êtes capable de mesurer la masse de la planète qui tourne autour de l'étoile. Vous ne voyez pas la planète, vous ne voyez que l'étoile, mais vous êtes quand même capable de déterminer qu'il y a une planète et quelle est sa masse. Et si vous voyez quelque chose qui est périodique, qui revient sans cesse, vous êtes capable de déterminer la période de l'orbite de la planète. Donc, grâce au loi de Kepler, à la taille de cette orbite, si l'orbite est plutôt grande, plutôt petite, etc. Par contre, quelque chose que j'ai un peu caché jusqu'à présent, en fait, ça va beaucoup aussi dépendre de l'orientation de l'orbite. Là, on s'était mis dans un cas où on regardait l'étoile de ce côté. Maintenant, supposons qu'on ait pas de chance et on est ici et qu'on regarde l'étoile par là. Qu'est-ce qu'on va voir? L'étoile, dans le ciel, elle va faire ça. Encore une fois, les mouvements sont tellement petits qu'il est impossible de les voir. On ne verra jamais le mouvement d'étoile. Mais le problème, c'est qu'à aucun moment elle s'approche ou elle s'éloigne de nous. Le mouvement est complètement dans un plan perpendiculaire à nous. Donc, avec une mesure Doppler, on ne va pas être capable de mesurer une vitesse, on ne va pas être capable de déterminer une masse. Donc, on est également, quand on fait ces mesures-là, très sensible à l'orientation du plan de la planète. Est-ce qu'on est perpendiculaire au plan orbital de la planète, ou est-ce qu'on voit le système en biais, ou est-ce qu'on le voit par la tranche? Ok? Parce que ça, ces idées-là sont à peu près claires. Est-ce que j'en ai déjà perdu la moitié, ou est-ce que c'est trop simple? Donc, grâce à ces mesures-là, on va être capable de mesurer, donc, on a dit, la masse et les propriétés de l'orbite. Cette mesure, ce genre de mesure est extrêmement importante, encore une fois, pour le point de vue historique, parce que la première vraie exoplanète qui a été découverte en 1995 à l'Observatoire de Haute-Provence en France par nos collègues suisses Michel Mayer et Didier Queloz, elle a été faite grâce à cette technique-là. Donc, on a trouvé une planète autour d'une étoile qui répond au nom de 51 Peg. Ceux qui font un peu d'astronomie amateur comprennent bien de quoi on parle. Et le petit b, c'est parce que c'est pour dire justement que c'est un objet qui est à côté de cette étoile. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont observé? Là, c'est la vitesse de l'étoile mesurée au cours du temps, sur une période. En fait, bon, ils ont replié le signal pour mieux rendre visibles les observations. Et on voit une jolie variation périodique comme ça. Et du coup, l'amplitude de cette courbe nous donne directement une mesure de la vitesse, donc de la masse de la planète. Et la période nous donne directement une information sur l'orbite de la planète. Et cette première découverte était assez intéressante parce que c'était autour d'une étoile de type G. Donc type G, je vous ai dit, c'est le Soleil. Enfin, c'est quelque chose qui est assez proche du Soleil. Donc la masse était de à peu près la moitié de la masse de Jupiter. Et par contre, la période est de l'ordre de 4 jours, de 4 et 5 jours. Donc, extrêmement court. Ce qui correspond à une distance entre l'étoile et la planète de, j'ai mis 0,05 unités astronomiques. Une unité astronomique, en gros, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. D'accord ? Donc c'est 5% de la distance Terre-Soleil. Donc elle tourne extrêmement proche. Pour vous donner une ordre d'idée, voilà ce que c'est. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la distance, les tailles des gomètes ne sont pas à l'échelle, mais les distances le sont. Ici, si vous avez le Soleil, puis Mercure, puis Vénus,
donc cette petite séparation, ces cercles-là, là. 51 PeG par rapport à son étoile, elle est là. Elle a une fraction de la distance de Neptune. Alors, je vous rappelle que dans le système solaire, les étoiles gazeuses, les planètes gazeuses, les grosses planètes, la première c'est Jupiter et elles sont loin. Et là, on a vu une planète qui ressemble à un Jupiter, mais qui est extrêmement proche de son étoile. Elle est proche, donc elle va être chaude, donc on a appelé ça des Jupiters chauds. Et ce n'était pas du tout quelque chose qu'on attendait. Maintenant, il y a quand même maintenant plus de 5 ans qui se sont écoulés, on commence à comprendre comment c'est possible. Mais surtout, c'est quelque chose, notre seul système planétaire, le seul système planétaire qu'on connaissait, c'était le nôtre, c'est le système solaire. C'est quelque chose qui n'y existait pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on cherchait à expliquer, puisqu'on en est. Après, est-ce que c'est surprenant que la première planète, si ce genre de planète Jupiter chaud existe, est-ce que c'est surprenant que la première exoplanète qu'on découvre, ça soit un Jupiter chaud? Non. Pourquoi? Parce que comme elle va être très proche de son étoile, elle va avoir une période rapide, elle va tourner vite, donc on va vite, on n'a pas besoin de suivre pendant des années pour avoir une courbe de lumière, une courbe de vitesse qui monte et qui descend. Donc il suffit de quelques jours accumulés pour voir cet effet-là. Et comme c'est une planète qui est massive, elle va faire des gros effets sur la vitesse, elle va faire beaucoup bouger son étoile. Du coup, encore une fois, ça va nous aider à la détecter. Donc, la méthode de vitesse radiale a permis de détecter la première exoplanète. Petite interlude. Je voudrais revenir sur le Soleil 2 minutes. Et c'est un des petits soucis techniques. Le film ne passe pas sur le nouvel ordinateur, mais il suffit. Petite image du Soleil en 2016. Donc on voit le Soleil, on voit que le Soleil déjà tourne, qu'il y a des taches. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a autre chose que vous avez vu. Ici, il y a quelque chose qui passe. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on a vu? Là, on a vu Mercure qui passe devant le Soleil. Et le temps de... Bien sûr, le film dure, c'est accéléré, c'est une journée d'observation. Donc voilà, on voit Mercure qui se balade entre la Terre et le Soleil. Et de temps en temps, comme ça, il va passer devant. Du coup, c'est ça. Et du coup, il va faire ce qu'on appelle un transit. Il va transiter devant le Soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe si on a une planète qui tourne autour de son étoile et qui lui passe devant? Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la luminosité de l'étoile qui va être à peu près stable. Et quand la planète va passer devant, sa luminosité va diminuer le temps que la planète est devant. Et de la même manière, on va avoir ce qu'on appelle un transit. Et une demi-période plus tard, lorsque la planète passera derrière, on aura un petit transit qu'on appelle un transit secondaire. Pourquoi? Parce que la planète, comme on l'a vu, elle réfléchit la lumière de son étoile. Donc en gros, quand elle est derrière, là, elle nous renvoie une partie de la lumière. C'est une sorte de... On va être quand on a la pleine lune, on va être en pleine planète. Et lorsqu'elle passe derrière, on ne reçoit plus cette lumière, donc on a ce qu'on appelle un petit transit secondaire. Mais ce qui est le plus important, c'est le transit primaire. Qu'est-ce que va nous apprendre ces transits primaires? Ça, c'est un exemple d'une observation d'un transit primaire. Et bien sûr, plus la planète, cette fois, va être grosse, plus son rayon va être important, plus la quantité de lumière occultée va être importante. Donc en mesurant la profondeur de ce transit, on va avoir directement une information sur le rayon de la planète. Parce que plus la planète est grosse, plus elle cache une partie grosse de la lumière. De la même manière, quand on va voir ce transit répété de manière périodique, l'écart entre différents transits va nous donner directement une mesure de la période orbitale et donc des propriétés de l'ordre. De plus, on va avoir une information
C'est-à-dire qu'on va savoir, on va avoir une information en plus, et on va savoir que le plan orbital de la planète, il est à peu près aligné avec nous. Oui, parce que s'il était incliné, il n'y aurait jamais de transit. La planète passerait au-dessus de l'étoile, ou en dessous, mais elle ne passerait pas. Donc on sait qu'on voit à peu près le système par là. Donc ça, c'est un transit qui a été observé en 1999 sur une étoile dont on connaissait déjà une planète grâce à la vitesse. Maintenant, si on veut vraiment découvrir des planètes en utilisant la méthode des transits, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir observer beaucoup d'étoiles. Oui, il faut justement, il va falloir tomber sur des systèmes qui ont la bonne inclinaison. Si on regarde des systèmes comme ça, on ne les verra pas, il faut vraiment les voir quasiment par la tranche. Donc il faut observer beaucoup d'étoiles pour espérer en voir. Il faut observer longtemps. Oui, parce qu'il va falloir, un transit, ça ne dit rien, vous avez vu quelque chose passer devant. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une planète? C'est que vous l'avez vu revenir une première fois, puis une deuxième fois. Donc vous êtes sûr que vous avez une planète qui tourne autour de cette étoile. Et il faut observer en continu l'étoile. Si vous observez 10 jours tous les 6 mois, même si vous avez observé un transit une fois, un transit une deuxième fois, vous n'êtes pas sûr qu'il ne s'est pas passé d'autres transits entre-temps. Donc il faut observer continuellement pour ne pas rater de transit. Et je ne sais pas si vous avez vu, on avait des petites fluctuations qui étaient de l'ordre du %. Donc il va falloir un instrument très stable. Et du coup, pour faire tout ça, on a une solution de choix, c'est d'aller dans l'espace, avoir un télescope qui ne fait que ça, qui regarde les étoiles et qui cherche des transits, qui attend, qui regarde en permanence. Et ça, la première mission dédiée à ça, c'est une mission dirigée par le CNES, sur laquelle on travaillait, qui s'appelle CORO, qui a été lancée en 2006, qui est morte de sa belle mort en 2012, et qui observait un petit champ dans le ciel continuellement pendant 5 mois ou 1 mois, et qui prenait un point de mesure pour différentes raisons, soit toutes les minutes, soit toutes les 20 minutes. Et voici à quoi semblait CORO. Alors c'est un télescope d'un peu moins de 30 cm, donc c'est pas un très gros télescope, pour les télescopes pour les astronomes amateurs, sauf que c'était dans l'espace. Et du coup, déjà vous n'avez pas de problème de jour qui se lève, de nuit qui tombe selon ce que vous avez. CORO a observé des tout petits champs. Alors ça c'est de temps, donc pendant 6 mois, il regardait dans cette direction-là, pendant 6 mois dans cette direction-là. Le champ que regardait CORO, c'est à l'intérieur de ça qu'il y avait le champ CORO. C'était des tout petits champs là-dedans, regardez. Je vous les montrerai mieux un petit peu. Un des faits d'armes de CORO, juste pour vous en citer un, c'est la découverte de la première super-Terre, qui était la plus petite planète découverte jusqu'en 2011, donc pendant 5 ans. CORO avait ce record. Donc là, vous voyez le transit de CORO 7b devant CORO 7. Alors là, je pense que vous ne voyez pas bien les échelles. Donc ça, c'est... On prend le flux, on dit que c'est 1 en certaines unités. Ça vous dit de combien on a... quelle est la quantité de lumière qui a été occultée. Là, c'est 0,9997. C'est-à-dire qu'il y a 3 pour 10 000 millième partie qui ont été occultés par la planète. Oui, la planète est toute petite, donc il n'y a pas beaucoup de flux qui manque, et il faut être capable de mesurer une si petite fluctuation. Avec CORO, on pouvait. C'était une planète qui avait un rayon, un peu moins d'1,7 fois le rayon de la Terre, et grâce après à des mesures de vitesse radiale, on a pu déterminer la masse. Elle était un peu plus massive, bien sûr, que la Terre, elle est plus grosse. C'était une super Terre. La grosse révolution est apparue quelques années après, sur une autre mission sur laquelle nous avons travaillé, qui était une mission américaine cette fois, qui s'appelait en fait Kepler. Kepler a été lancé en 2009, avec des objectifs scientifiques très proches de ceux de CORO. La différence, c'est que pendant ces 4 ans d'utilisation nominale, donc de 2009 à 2013, où il a commencé à avoir des problèmes, il regardait en permanence un même champ dans le ciel, un champ dans le signe, ici, donc un champ relativement grand qui fait à peu près 10 degrés par 10 degrés, je regarde les degrés avec les mains, mais par rapport à CORO, c'était bien plus grand. Et pareil, avec un point toutes les minutes, toutes les 30 minutes. Le télescope était plus gros, quasiment 1 mètre, ce qui permettait de voir des étoiles beaucoup plus faibles. Encore une fois, pour les astronomes amateurs, on allait jusqu'à la magnitude 16 à peu près avec Kepler.
Ce qui a permis d'observer simultanément en continu, pendant 4 ans, plus de 170 000 étoiles. Et de détecter des milliers de nouvelles exoplanètes. Ça, c'est quelque chose que vous a montré, ceux qui étaient là, je ne vais pas refaire ce que vous a montré Clément, mais ça me semble très important. Ça a permis en particulier de trouver des planètes qui avaient la taille de Mercure, des toutes petites planètes, même. Ici, sur ce diagramme, vous avez le rayon, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que là, vous avez un rayon de... A priori, ça c'est un rayon de Jupiter, là c'est un dixième du rayon de Jupiter, le petit trait, là ça vous donne le rayon de la Terre, et là c'est la période orbitale, donc ça vous donne aussi un peu la distance à l'étoile, plus c'est loin, plus c'est lent. Un an, donc 365 jours, c'est par là, donc la Terre, sur un diagramme comme ça, serait là. C'est-à-dire qu'on aurait été capable de détecter une Terre autour du Soleil si on était dans des bonnes configurations avec Kepler, si on était nous-mêmes des extraterrestres qui cherchions des exoplanètes. Et on a été capable de mesurer, de détecter des toutes petites planètes ici. Par contre, le problème de Kepler, c'est qu'on regardait les étoiles pour avoir une bonne statistique, beaucoup d'étoiles, donc beaucoup de planètes, on était contraint à regarder des étoiles de faible luminosité. Et ça va faire un problème. C'est-à-dire que vous ne recevez pas beaucoup de photos, beaucoup de lumière des étoiles. Et quand vous voulez faire de la spectroscopie, qu'est-ce que vous faites? Vous étalez en fonction de la longueur d'onde. Et bien ça, sur les étoiles faibles, c'est très dur à faire, parce que vous n'avez pas beaucoup de lumière. Donc la spectroscopie n'est pas forcément impossible, mais elle est très difficile et très longue. Donc les mesures de vitesse radiale sont compliquées. Donc les mesures de masse sont compliquées, parce qu'avec les transits, on accède au rayon. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien la complémentarité sur les deux approches qu'on a évoquées. C'est-à-dire la vitesse radiale nous donne l'information sur la masse, les transits sur le rayon. C'est pour ça que le but de la mission Plateau, qui n'est pas pour tout de suite, parce qu'elle est prévue être lancée fin 2026, mais du coup on la développe actuellement, c'est d'observer un très grand champ. C'est-à-dire que là on va observer sur 45 degrés par 45 degrés. Dans un coin pendant 2 ans, puis un autre coin du ciel pendant 2 ans. Et regarder du coup des étoiles plus brillantes, mais avoir une statistique assez importante, suffisamment d'étoiles pour être capable de détecter des planètes autour de ces étoiles. Donc voici un petit peu à quoi ressemblera le télescope. Vous voyez qu'en fait ce n'est pas un télescope, c'est une collection de 26 petits télescopes. Il y en a 2 qui ont un rôle un peu particulier, mais sinon, il y a 4 groupes de 6 télescopes, et chaque groupe de 6 va regarder dans la même direction. Donc les petits télescopes font une douzaine de centimètres de diamètre, mais vous en avez 6. Donc vous avez, c'est l'équivalent d'un plus grand télescope. Et vous avez ce groupe-là qui regarde pas exactement au même endroit. C'est le troisième groupe, pareil, qui regarde le ciel un petit peu décalé. Et ici, un quatrième qui regarde de manière un petit peu encore décalée. Et sur une carte du ciel, voilà les régions qu'on va pouvoir observer avec la. Donc, les 2 champs principaux qu'on regardera, ce sera celui-ci et celui-là. Alors, pourquoi il y a plusieurs couleurs? Au milieu en blanc, ça correspondra à la région du ciel qui sera observée par tous les petits télescopes. Et en bleu clair, il y en aura 12 qui les regarderont, et seulement 6 dans les ponts. C'est-à-dire qu'on sera très sensible ici, un petit peu moins sur les ponts. Mais on aura quand même globalement un très grand champ. Donc on regardera 2 ans dans cette direction, et 2 ans dans cette direction. Et ensuite, il est prévu, mais ce n'est pas complètement fixé, ça fait partie des choses que nous sommes en train de définir, de regarder différents coins du ciel, pendant plusieurs mois, quelques mois, une vision plus courte, mais histoire de couvrir plus de la moitié du ciel ainsi. Kepler, ce que regardez Kepler, je vous ai montré tout à l'heure, c'est cette région rose. Les petits carrés rouges, c'est toutes les régions qui ont été aujourd'hui explorées par Kourou. Donc, et en bleu, c'est ce qu'a fait Kepler à la fin de sa vie. Il a observé pas mal de petits champs comme ça, sauf qu'il ne pouvait pas y rester plus de 80 jours. Donc on n'observait pas très longtemps, donc on ne pouvait pas voir de planètes loin de leurs étoiles. Donc grâce à Plateau, on va pouvoir déterminer une bien meilleure couverture du ciel. Les planètes,
je le dis au début, il y a quelque chose qui est quand même toujours très important, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, chaque fois qu'on cherche par ces méthodes à détecter une planète, on le fait toujours grâce à l'étoile. Il va falloir bien connaître l'étoile pour avoir beaucoup d'informations sur la planète. Pourquoi? Parce que toutes les informations qu'on a, la masse et le rayon, en fait, on ne les a pas directement. On les a par rapport à l'étoile. Ce qu'on va mesurer, c'est, on sait que c'est, par exemple, 1% du rayon de l'étoile. Comment on connaît le rayon ou la masse d'une étoile? C'est la question qu'on peut encore chercher à se poser. Quelque chose qu'on veut chercher à connaître aujourd'hui aussi, c'est l'âge de ces systèmes de planètes. On connaît l'âge du système solaire, on verra après, mais pour mesurer l'âge d'un système stellaire, d'un autre système planétaire, il va falloir bien connaître en fait l'âge, encore une fois, l'âge de l'étoile. C'est l'âge de l'étoile qui nous donnera l'âge complet du système. Donc, pour rappel, l'âge du système solaire, hein, c'est 4,6 milliards d'années environ. Donc, de plus, on va vouloir connaître bien toutes les propriétés de l'étoile. Est-ce qu'elle a beaucoup d'activité? Est-ce qu'elle a du magnétisme? Ce qu'on veut savoir, c'est comment Plateau peut répondre à ces questions. Et pour ça, il faut avoir une petite idée de comment vivent les étoiles. Alors, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, quand je vous ai présenté ce diagramme de Hertzsprung-Russell. Je vous ai dit que les étoiles, 90% des étoiles étaient ici sur la séquence principale. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'elles font les étoiles dans leur cœur? Elles vont transformer de l'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant dans l'univers, en hélium. Et tant qu'elles vont faire ça, elles vont rester très sagement sur la séquence principale, elles ne vont quasiment plus bouger. De plus, en fait, sur cette séquence principale, on va avoir les étoiles les moins massives ici, et les étoiles les plus massives. Quand une étoile a fini de transformer au son cœur tout l'hydrogène qu'elle avait en hélium, c'est à ce moment-là qu'elle va quitter la séquence principale, et elle va devenir une géante rouge. Elle va monter ce qu'on appelle la branche de géante rouge, et revenir ici, dans ce qu'on va appeler le grumeau. Très joli en français, comme ça s'appelle. Où maintenant, en fait, le cœur d'étoile est assez chaud pour transformer l'hélium qui est en son cœur en des éléments plus lourds comme le carbone et l'oxygène. Donc, pour déterminer l'âge de l'étoile, en particulier en séquence principale, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir simplement mesurer la quantité d'hélium ou d'hydrogène qu'il y a au cœur. Quelle est la quantité d'hélium qu'il y a aujourd'hui? Quelle est la quantité d'hydrogène qui a été brûlée? Ça, par exemple, pour le Soleil, on le sait, on connaît très bien la structure interne du Soleil. Donc là, on sait par exemple, on connaît très bien son profil de température, on sait qu'il vaut 15 millions de degrés au centre, on l'a vu, 5800 Kelvin à la surface, je pense que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, c'est ça la température à la surface du Soleil. On sait très bien comment il répartit la masse, on sait très bien qu'en son cœur, il y a à peu près 33% de la masse qui est encore de l'hydrogène, qui lui permettra de durer à peu près encore 5 milliards d'années. Elle a à peu près la moitié de sa vie. La question, c'est, d'accord, ça on le sait comment on le sait par des modèles, mais comment on vérifie ces modèles et comment on fait pour d'autres étoiles pour déterminer quelle est la quantité d'hydrogène qu'il y a au centre. Et c'est une question, encore une fois, qui s'est posée, par exemple au cours du XXe siècle, Eddington posait cette question. Il remarquait que plus le temps passait, plus on avait des télescopes gros, plus on était capable d'aller voir loin dans l'univers, voir des galaxies lointaines, mais par contre, on n'avait toujours rien, aucun instrument qui permettait de franchir la surface d'une étoile, ou même de franchir la surface du Soleil. Toute la lumière que l'on voit, qui nous provient du Soleil ou des étoiles, provient de sa surface, et pas de son intérieur. Donc, il faut trouver un instrument pour percer cette surface. Ce n'est pas vraiment un instrument, on va dire c'est une technique. Et ça, c'est une idée que tout le monde peut comprendre. Si vous allez jeter dans une cave, avec des beaux fûts comme ça, vous avez le droit de les toucher. Bien sûr, ils sont très lourds, vous n'avez pas le droit de les manipuler. Par contre, vous êtes capable de dire dans lesquels il y a à boire et lesquels sont libres. Comment vous faites? Vous tapez dessus, c'est bien,
Il y en a qui vont sonner creux et il y en a qui ne vont pas sonner creux. Et bien c'est exactement ce qu'on fait avec la sismologie. Donc en gros, quand on tape sur un tonneau, on crée une onde sonore et on regarde comment elle se répartit dedans et selon comment ça, elle nous revient, comment le tonneau résonne pour être capable de connaître son intérieur. Donc il faut avoir des étoiles, on ne va pas leur taper dessus, mais il y a beaucoup d'étoiles qui d'elles-mêmes en fait vibrent aussi. On connaît plein d'étoiles, les astronomes amateurs connaissent plein d'étoiles puissantes depuis fort longtemps. Il y a une étoile qu'on pensait très stable et qu'on a découvert dans les années 60 qui n'était pas si stable que ça, c'est le Soleil. On s'est aperçu qu'il avait des petites vibrations à la surface, qu'on voyait à la surface, avec des périodes d'oscillation d'environ 5 minutes. Et on a compris 10 ans plus tard que c'était une oscillation en fait très globale du Soleil. C'était vraiment un phénomène de résonance. Alors, juste un tout petit peu de physique pour essayer de comprendre, faire le lien avec des choses que tout le monde connaît. Quel est si on veut prendre quelque chose qui vibre, le plus simple, c'est considérer une corde. Quand vous faites vibrer une corde d'un instrument de musique par exemple, elle ne va pas vibrer de manière, elle ne va pas vibrer n'importe comment. Elle va vibrer selon ce qu'on appelle ses modes. Une corde, elle va vibrer selon son fondamental, ce qui est un mouvement comme ça, où toute la corde bouge. Son premier harmonique, on voit qu'il y a un point qui est fixe, qu'on appelle un nœud, et puis des zones où ça bouge plus. La deuxième harmonique, où il y a deux nœuds, etc. Et une vibration, ça va être la superposition de tout ça. Et on voit aussi sur cette petite représentation que chaque mode oscille à une fréquence bien particulière. Celle-ci oscille plus lentement que là et que là. La fréquence, quand on passe de là à là, est doublée, puis triplée, etc. Et cette fréquence, la fréquence avec laquelle elle oscille, c'est ce qui va vous générer votre note. Par exemple, vous savez, quand un La, quand on dit c'est 444 Hz, c'est-à-dire qu'on a 444 vibrations par seconde. La vibration de cette corde, cette fréquence de vibration, va dépendre de la longueur de la corde. Plus la corde est longue, plus la fréquence va être basse. C'est-à-dire que si vous avez une corde longue, vous allez avoir un son plus grave. D'accord? Alors on va voir ce qui se passe. Donc dans un instrument, là par exemple un tuyau qui vibrerait, chaque mode c'est ça. Ça correspond sur une petite harmonie, un fondamental des harmoniques qu'on a représenté dans ce sens-là. Et lorsque vous faites vibrer le tuyau, en fait, c'est une superposition de tout ça. Et chaque harmonique va être excitée plus ou moins fort. Si vous changez de tuyau, vous n'allez pas avoir forcément, même si vous aviez les mêmes harmoniques, elles ne vont pas être excitées de la même manière. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez un son, comme là, qui est différent. Le timbre va être différent. Et c'est pour ça que vous êtes capable d'identifier, quand vous êtes mélomane et que vous y connaissez un petit peu, là, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. De plus, s'il y a un défaut, s'il y a une corde à un endroit, il y a un petit grumeau sur la corde, ou s'il y a un petit pet sur le tube, eh bien vous allez l'entendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fréquence d'oscillation des harmoniques va être un petit peu décalée. Et bien ça va sonner faux. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire quand on va faire de la sismologie, c'est qu'on va chercher à voir c'est quoi la note de l'étoile, et est-ce que ça sonne faux ou est-ce que ça sonne juste. Je vais passer là-dessus au temps. Alors, justement, comment oscillent les étoiles à la surface? Et bien en fait, vous allez avoir plusieurs modes. Alors là, ça pareil, il y a des zones, des nœuds, vous avez un mode ici fondamental, vous avez le soleil, l'étoile qui gonfle et qui se dégonfle, en permanence comme ça. Vous avez des modes un peu plus compliqués, où vous voyez que l'équateur ne bouge pas, et que alternativement les hémisphères nord et sud se gonflent et se dégonflent, deviennent plus ou moins chauds. Ou bien vous avez deux parallèles où ça ne bouge pas et l'équateur qui devient plus ou moins chaud en opposition de phase avec les pôles. Et vous avez des modes plus compliqués, où vous voyez des ondes qui se propagent dans un sens, vous auriez les mêmes dans l'autre. Il y a toute une famille bien plus complexe, mais le principe est le même pour les... Alors, le problème, c'est des sons, on a parlé de musique un petit peu, mais les instruments de musique,
Vous les entendez parce que entre l'orchestre et vous, il y a de l'air. C'est un support qui propage le son. Forcément, les étoiles, vous n'allez pas entendre, même si elles vibrent avec des ondes sonores, vous n'allez pas entendre ces sons. Pas de matière, de vide, pas de propagation du son. Donc du coup, on ne va pas entendre le son des étoiles, on va le voir. Alors comment on fait pour voir du son? Il y a deux choses qu'on peut regarder. On a vu tout à l'heure la surface de l'étoile, ça monte, ça descend à certains endroits, ça gonfle. Donc la surface va bouger un peu, ça va faire des mouvements, donc ça va faire des vitesses. On sait comment mesurer des vitesses, on va pouvoir mesurer des vitesses, première possibilité. Deuxième possibilité, on a vu qu'il y a des endroits qui deviennent plus ou moins chauds, des endroits qui deviennent plus ou moins froids. Si c'est plus chaud, ça va être un peu plus brillant, si c'est plus froid, ça va être un peu moins brillant. Donc quand l'étoile va osciller, elle va avoir sa luminosité globalement qui va également un peu osciller. Alors, pour observer ces sons, il va falloir observer de manière extrêmement simple et précise, parce qu'on va chercher cette fois 10 millionièmes de fluctuation pour voir quelque chose, pour voir ces sons dans les étoiles. Et il va falloir observer extrêmement longtemps. Pour le Soleil, les périodes d'oscillation du Soleil, c'est de l'ordre de 5 minutes. Il va falloir, je ne sais pas si vous avez un morceau de musique de quelques minutes, vous comparez à 400 pulsations par minute, par rapport à 5 minutes, il va falloir observer quelques mois, quelques années pour avoir quelque chose. Donc on va vouloir des observations très longues et sans trou. Et tout ça, on sait comment on le fait. On le fait exactement avec les mêmes choses que les instruments qui sont dédiés à la recherche exoplanète, en particulier la recherche de transit. C'est pour ça que Corot, Kepler, une mission thèse dont je n'ai pas parlé, et Plateau dans le futur, pourra faire de la sismologie. Donc ça, c'est un exemple de mesure. Donc là, c'est la vitesse, mais ça serait pareil avec la luminosité. Ça, c'est le Soleil. On voit des oscillations comme ça. C'est une période d'à peu près 5 minutes. C'est les fameuses observations, les fameuses oscillations observées par les Hitton que j'ai évoquées tout à l'heure en 1960, avec une périodicité d'à peu près 5 minutes. Alors là, on va utiliser un outil mathématique, le spécialiste de transformé de Fourier, pour faire, alors on va observer bien plus longtemps que 120 heures, on va prendre un an d'observation et on va chercher quelles sont les fréquences, quelles sont les notes présentes dans ces zones. Et on voit plein de petits pics tout seuls comme ça. Et chacun de ces pics correspond à un de ces modes, chacun à une de ces oscillations propres de l'étoile. Donc on voit que la fréquence est de l'ordre de 3000 microhertz, qui correspond à une période de 5 minutes. Et du coup, ce qu'on peut faire, ça n'a aucun intérêt scientifique, mais je trouve ça ludiquement assez intéressant. Une période de 3000 microhertz, donc 3000 Hz, c'est-à-dire un battement, c'est 5 minutes, c'est très lent, c'est très grave. Puisqu'on applique le là, c'est 440 battements par seconde. Donc là, c'est des sons très graves. Mais c'est des ondes sonores à la base. Donc rien ne nous empêche d'accélérer, d'augmenter du coup de 17 octaves et d'écouter le son du Soleil. Donc ça, c'est un gros mois d'observation pour 23 secondes de musique. C'est le Soleil, mais c'est le vrai bruit du Soleil. À la base, ce sont des ondes sonores. J'ai juste retranscrit les observations dans un régime audible. Et donc ça, c'est une autre étoile observée par Corot. On voit que le son est un tout petit peu plus grave. C'est pour ça que je voulais rester les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'elle est un tout petit peu plus grosse, mais pas beaucoup, même pas 10% plus grosse. Mais comme elle est plus grosse, ça correspond à des sons plus graves, et là on l'entend. Bien sûr, dans les données, on le voit à l'analyse. Et la troisième étoile, ça sera une étoile qui est en train de quitter la séquence principale. Sur un diagramme de Hertzsprung-Russell, vous n'êtes pas vraiment capable de voir qu'elle est en fin de séquence principale, au son qu'elle fait ici. Elle est beaucoup plus grave, elle a gonflé, elle est plus grosse. Et du coup, grâce à la sismologie, on est capable de mesurer en fait très précisément sa masse et son volume. Pour faire un cours de sismologie, c'est tout un programme, c'est toutes des unités de pouces. Alors, je commence à quasiment.
Alors, justement, qu'est-ce que nous a apporté la sismologie? La première évolution de la sismologie, ça a été l'héliosismologie, c'est-à-dire l'étude de la sismologie du Soleil. Ça a permis en particulier de mesurer de la rotation à l'intérieur du Soleil. Je vous ai montré un petit film tout à l'heure de la rotation à la surface du Soleil. Vous voyez qu'il y a des tâches qui bougent. On sait que la surface du Soleil bouge, et grâce à la sismologie, on a pu mesurer précisément comment elle bougeait à l'intérieur. On peut, comme je l'ai évoqué, et comme vous l'avez entendu, pour le coup, avec des vraies observations, mesurer en fait précisément la masse et le rayon des étoiles. Et du coup, vous avez des masses et des rayons précis des étoiles. Et vous êtes bien sûr capable de déterminer l'âge, parce que vous êtes capable de connaître la structure interne. Vous savez si le cœur il est dense, s'il y a beaucoup d'hydrogène, s'il y a beaucoup d'hélium. Donc vous connaissez l'âge de l'étoile. De plus, de manière beaucoup plus générale, même si pour une étoile particulière, on n'est pas capable de mesurer, de faire des mesures sismiques en détail, tout ce qu'on a fait sur des étoiles, on mesure très précisément. Ce qui est encore plus important, c'est qu'avec ces observations de sismologie, on est capable d'affiner et de valider nos modèles d'étoiles, nos modèles de l'évolution des étoiles, que je vous ai décrit de manière très schématique. Il y a des processus assez complexes qui apparaissent, et on peut tester ces processus. Si vous êtes intéressé après, je reviendrai sur l'exemple des géants rouges, mais je voudrais là arriver au résumé pour en finir quand même, rester raisonnable. Donc le but de Plateau, comme je vous l'ai dit, alors j'espère que c'est un peu cette mise en contexte globale qui nous aura fait comprendre ça, c'est qu'on va chercher à observer des étoiles brillantes, parce que c'est ce qui manque jusqu'à présent. Pourquoi on veut des étoiles brillantes? Parce que globalement, c'est aussi des étoiles plutôt proches de nous. C'est-à-dire, bien connaître notre environnement proche est aussi un enjeu. Savoir si on a des exoplanètes dans des systèmes très près de nous, c'est encore plus intéressant sur point de vue, on va dire, sur notre quête des origines, connaître notre voisinage proche, c'est extrêmement intéressant. Ça, on vous en a déjà parlé. On veut aussi, en effet, en particulier, chercher des terres qui seraient dans des zones habitables, c'est-à-dire où l'eau serait à la surface, comme la Terre, par exemple. Donc vous verrez aussi des fois, les anglo-saxons aiment bien parler de planète boucle d'or. Comme le monde, parce que si la planète est trop près de son étoile, elle a trop chaud. Si elle est trop loin de l'étoile, elle a trop froid. Il faut être à la bonne distance pour être à la bonne température pour le genre de l'eau. Mais détecter des planètes seules, ce n'est pas suffisant. Parce que chaque fois qu'on détecte quelque chose sur une planète, c'est toujours par rapport à l'étoile. Donc il faut bien connaître l'étoile, ne serait-ce que pour ça. De plus, c'est le seul moyen d'avoir une idée de l'âge global du système. On sait mesurer directement l'âge d'une étoile, on ne sait pas mesurer l'âge d'une planète qu'on détecte en plus de manière indirecte. Et en plus, même si, indépendamment de ça, on veut bien connaître l'étoile, parce qu'on veut savoir s'il y a des interactions entre la planète et l'étoile. Vous n'êtes pas sans savoir que nous-mêmes, on a des interactions fortes avec le Soleil. Vous avez entendu parler d'orages solaires, d'orages magnétiques, qui ont des conséquences parfois sympathiques, comme les aurores boréales, qui sont dues au Soleil, mais aussi des conséquences désastreuses quand une pluie de particules s'abat sur vos satellites ou fait sauter tout le réseau électrique d'un État, comme c'est arrivé au Canada il y a quelques décennies. Donc les interactions entre les planètes, comprendre les interactions entre les planètes et les étoiles, comprendre l'étoile, c'est essentiel. Et enfin, grâce à toutes ces observations avec Plateau, on va être capable d'améliorer nos modèles, bien sûr, d'évolution stellaire, mais également, de manière plus générale, de formation et d'évolution des planètes. Parce qu'on va être justement capable de donner des âges, de voir la variété des systèmes qui existent à différents âges donnés. Parce qu'un des gros problèmes, jusqu'à il y a 10 ans, jusqu'à Corot et Kepler, c'était que notre seul exemple de système planétaire, c'était le système solaire. Donc valider tout un modèle avec un seul point, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que vous avez votre modèle, hop, vous arrivez à construire un système solaire,
c'est peut-être la bonne théorie, mais c'est pas suffisant. Il va falloir des équivalents du système solaire bien plus jeunes pour être capable de voir si votre modèle est correct. Donc c'est ce qui est en train d'arriver avec Kepler principalement, et c'est ce que proposera de faire Plateau grâce à son grand nombre d'étoiles brillantes sur lesquelles on pourra faire plein de choses, justement parce qu'elles sont brillantes. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Et je suis ouvert à ça.